Bienvenue sur le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Quand on te contredit, tu cherches un coupable ou tu cherches à comprendre? En tant que chef, je suis souvent confronté à des désaccords. Des désaccords qui peuvent être au sein de mes équipes, mais aussi parfois à l'extérieur des personnes que j'administre. Si je prends l'exemple d'Academia Christiana, j'ai des responsables qui veulent parfois, qui se contredisent, qui veulent recentrer nos objectifs sur plus de formation intellectuelle, d'autres sur plus de convivialité, des événements festifs, d'autres qui veulent plus de thèmes politiques, d'autres qui veulent plus de spiritualité, etc. etc. Et parfois, tout ça, puisqu'on ne peut pas tout faire en même temps et avancer en même temps au même niveau dans chaque chose, ça peut créer des désaccords. Et puis aussi, en dehors d'Academia Christiana, je suis confronté évidemment à des autorités publiques qui ne comprennent pas notre action, qui nous menacent de dissolution, à des autorités épiscopales qui nous ignorent souvent, à des ennemis politiques qui peuvent chercher à nous calomnier, à nuire aux jeunes qui passent par nos événements. Alors que faire face aux oppositions dont nous sommes souvent témoins et parfois même partie prenante, que ce soit dans la vie familiale, professionnelle, militante? Alors déjà, la première chose à dire, c'est que le conflit fait totalement partie de la vie humaine. C'est-à-dire que toute vie humaine, elle est traversée par des conflits, elle est traversée par des divisions, elle est traversée par des querelles d'ego, par des peurs, par de l'égoïsme. Et tout l'enjeu de ce podcast, ça va être de réfléchir à la manière dont un chef peut réussir à dépasser les conflits, tout en étant conscient qu'il existe des conflits qui sont indépassables, qui ne dépendent pas de nous et qu'il va falloir accepter, traverser finalement comme un orage. Et parfois, on subira même un destin tragique. Je vous rappelle cette belle phrase, Vita hominis super terram militia est, c'est ce que disait le vieillard Job dans l'Ancien Testament, la vie de l'homme sur terre est un combat. Donc toute notre vie, elle sera faite de batailles. Mais il y a deux manières de résoudre une bataille, un conflit. Le premier, c'est la diplomatie, on commence par discuter. Et puis si la discussion échoue, c'est la guerre. Mais même la guerre, finalement, n'est pas qu'une affaire de force. C'est bien souvent davantage une question de ruse, une question de finesse, une question de stratégie, justement, en essayant de comprendre à la fois le court terme, le moyen terme, le long terme. Donc dans le podcast, on va aborder aujourd'hui la 11e leçon de l'école des chefs du Père Gaston Courtois, qui s'appelle l'esprit de compréhension. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà vous rappeler, si vous raccrochez ce podcast en cours de route, nous sommes dans une série qui s'appelle l'école des chefs. C'est un livre écrit donc par un prêtre, le Père Gaston Courtois, dans les années 1940. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je pense que notre pays a besoin de chefs. Et alors vous pouvez vous dire, oui, mais pas moi je suis pas fait pour être un chef. Si, justement, tout le monde est fait pour être chef, parce que justement, un pays, une nation, c'est une pyramide de chefs. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des chefs tout en haut, et même ces chefs tout en haut, finalement, ils ont quand même encore Dieu au-dessus d'eux. Et puis, il y a plein de chefs intermédiaires, et finalement, ça va jusqu'au père, à la mère de famille. En fait, toute personne qui porte des responsabilités sur ses épaules est un chef. Et une personne qui porte une responsabilité sur ses épaules, c'est une personne finalement qui s'accomplit. Donc on est tous faits pour porter des responsabilités dans la société, donc on est tous faits pour être des chefs. Donc ce podcast parle à tout le monde, aux hommes, aux femmes, et même à ceux qui sont encore dans les études. Alors, je vais d'abord donc définir les termes du sujet. Qu'est-ce que c'est que la compréhension? Quand on regarde un dictionnaire, on dit comprendre, c'est saisir le sens d'une chose. Un des synonymes de la compréhension, c'est le discernement. C'est l'action de saisir par l'esprit la signification ou la logique d'un phénomène. Donc l'esprit de compréhension, ça va être de comprendre la signification, la logique d'une situation. C'est la capacité à relier les éléments d'un tout et en percevoir le sens global. Donc ça s'oppose, si vous voulez, comprendre, c'est prendre ensemble. Ça s'oppose justement à cette idée de plein de choses qui sont un peu éparses, disséminées. Les comprendre, ça va être capable de les rassembler dans un tout cohérent. Et donc, finalement, la compréhension, ça a aussi un autre sens, c'est le sens de la bienveillance vis-à-vis d'autrui. C'est la disposition qui permet de juger sans dureté, de se montrer attentif aux difficultés d'autrui. C'est l'attitude de patience et d'ouverture face aux défauts ou aux limites des autres. Donc ça, c'est assez intéressant, on va développer ça tout au long du podcast. Qu'est-ce que l'esprit donc de compréhension? Des synonymes, ça peut être un esprit conciliant, un esprit pacificateur. Et donc, si on essaie de le définir, qu'est-ce que c'est qu'un esprit de compréhension? C'est une disposition intérieure qui pousse à chercher à comprendre plutôt qu'à juger, à accueillir les autres avec patience et ouverture, en tenant compte de leur situation ou de leurs faiblesses. Alors, face à une incompréhension, face à un désaccord, on ne peut pas régler les problèmes sans se mettre à la place d'autrui. Sinon, on va rentrer forcément dans ce qu'on appelle le dialogue de sourds, et donc la seule résolution du conflit, ça va être d'écraser l'autre.
Et si l'autre il est plus fort que nous, ou si même le rapport de force il est en notre défaveur, eh ben, ça va s'avérer très compliqué. Donc, au niveau politique, par exemple, il est impératif pour un chef d'État, un chef en devenir, d'être capable de fédérer les forces sous son commandement, de faire l'unité, justement, parfois avec des gens qui vont dans des sens contradictoires. Alors, on va entrer tout de suite vraiment dans le vif du sujet. Pour qu'une équipe de chefs puisse faire œuvre féconde, il faut qu'il y ait entre eux concordance des esprits et des volontés, nous dit le père Gaston Courtois. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la concordance des esprits ? Ça veut dire qu'on arrive à visualiser le même objectif, qu'on s'est compris, qu'on sait mutuellement là où on va, et qu'on a chassé tous les malentendus, qu'on a clarifié notre cahier des charges. C'est finalement le fait de mettre de la clarté dans la direction vers laquelle nous nous dirigeons. La concordance des volontés, ça veut dire qu'on est d'accord pour aller ensemble vers cet objectif. Attention, concordance, ça ne veut pas dire qu'on est à 100% d'accord. Ça veut dire simplement qu'on a réussi à cerner un objectif commun, au moins ponctuel. Au moins, dans un premier temps, on va ensemble dans cette direction. Après, on verra où chacun va, mais au moins, là, déjà, on fait ça ensemble. Je donne des exemples. Par exemple, dans le cas des responsables associatifs, ils peuvent avoir des buts différents. L'un, par exemple, ça peut être de sauver les chrétiens d'Orient, l'autre, ça peut être de défendre la vie, l'autre, ça peut être de reconstruire des calvaires, l'autre, ça peut être de former des jeunes, etc. Mais ils peuvent aussi avoir des objectifs communs et intermédiaires. Ça peut être mutualiser des ressources, ça peut être rassembler du public. Et puis, ils ont un objectif ultime qui est de servir le bien commun. Donc, le rôle des responsables, ça va être de trouver des points de jointure, de proposer des objectifs communs pour créer une concordance des esprits et ensuite des volontés, c'est-à-dire motiver tous ces homologues pour réaliser un partenariat. Donc, en tant que chef, il y a déjà un rôle premier de discernement. C'est-à-dire, en fait, c'est de comprendre le terrain, c'est de regarder finalement l'ensemble des forces en présence dans une situation donnée, et du coup, de discerner finalement qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre, et puis ensuite, ça va être de lui proposer, et puis ensuite de motiver la volonté. Donc, faire dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel groupe humain, qui comporte une variété de services, des équipes différentes, etc., c'est très important que les chefs de service, les chefs de pôle, arrivent à se comprendre. C'est-à-dire, en fait, à visualiser la direction commune où on va. Et donc, du coup, qu'on a, finalement, même si on fait des choses très différentes, chacun, s'il y en a qui font de la comptabilité, d'autres qui font des ressources humaines, d'autres qui sont des ingénieurs, etc., il faut comprendre que l'objectif, c'est quand même la réussite de l'entreprise. C'est d'apporter un service à la société et de le faire de la meilleure manière possible. Deuxième point, nous dit le père Gaston Courtois, là où il n'y a pas d'entente, un malaise en résulte, dont toute l'œuvre pâtit. Évidemment, si les chefs d'équipe commencent à se tirer dans les pattes, dans la même entreprise, on risque d'aller droit à la catastrophe. On retrouve aussi ça dans les logiques des partis politiques. Tous les partis aujourd'hui sont autant de camps qui tirent uniquement la couverture à eux. Alors que normalement, finalement, si on réfléchissait bien au sens du politique, ils devraient tous comprendre qu'au-delà des divergences idéologiques, il y a la France. Même chacun peut avoir sa manière de penser à des solutions, mais le bien, c'est quand même celui de notre pays, quoi. Donc, voilà. Mais comme, évidemment, on est dans un système qui est conçu pour nous pousser à ne pas plus voir plus loin que le bout de notre nez, tout ça dans une logique très individualiste, dans des petits groupes antagonistes, notre pays souffre de divergences irréconciliables. C'est justement le fameux thème de l'archipel français. Les gens sont extrêmement divisés en plein de petites chapelles. Et je prends un autre exemple aussi politique. Si on prend la mouvance, on pourrait, je ne sais pas comment appeler cette mouvance. Est-ce qu'on l'appelle la mouvance nationale ? Est-ce qu'on l'appelle la mouvance conservatrice ? Est-ce qu'on l'appelle la mouvance patriote ? La mouvance de droite ? On a en son sein de nombreuses familles. On a les identitaires qui se concentrent sur la défense de l'identité, mais même au sein, par exemple, des identitaires, il y a des sous-familles, il y a des chapelles. Il y a ceux qui défendent l'identité nationale, d'autres régionales, d'autres raciales, d'autres civilisationnelles, d'autres européennes. Et puis ensuite, vous avez donc toujours au sein de la droite ou de cette grande mouvance, il y a la famille des souverainistes. Donc il y a ceux qui se battent pour moins d'Europe, plus indépendants de la France. Vous avez des bonapartistes, vous avez des royalistes, vous avez des libéraux conservateurs, vous avez des catholiques traditionnalistes, vous avez des néo-païens, vous avez des nationalistes révolutionnaires, vous avez des impérialistes, vous avez des régionalistes, vous avez des gaullistes, vous avez des fascistes, vous avez des nostalgiques, vous avez des pro-sionistes, des pro-américains, des anti-sionistes, des anti-américains, des pro-russes, des pro-ukrainiens. Ceux qui sont pour le Rassemblement national, ceux qui sont pour Zemmour, les pro-décroissance, les pro-météens de la technologie, les racialistes, les ethno-différentialistes. Voilà. Bref, chaque famille a une multitude de sous-familles. Et donc, du coup, au sein d'une grande mouvance, vous avez une énorme multiplicité de divergences d'esprit
Et finalement, même si cette mouvance est plus ou moins minoritaire, on va dire, dans ses résultats politiques, elle est minoritaire dans les urnes, elle est minoritaire médiatiquement. Hein, si on prend une vision globale, au-delà de toutes ces divisions, elle pourrait presque être majoritaire dans le pays. Parce qu'en fait, la majorité des gens sont plutôt conservateurs. Même si, évidemment, si on gratte, ils ne seront jamais d'accord, parce que c'est le propre des Français. Et puis même, de manière générale, voilà, dès qu'on discute d'opinion, on trouve toujours des choses à redire. Voilà, on est chacun pense à sa manière, voit le réel à sa manière. Mais c'est justement là tout le ridicule de la situation. Hein, c'est que la majeure partie du peuple a des intérêts communs. La France, hein, vivre en tant que peuple, hein, voilà, c'est notre intérêt commun. Et malgré ça, en fait, la majorité arrive à se faire dominer par une petite minorité qui est une élite qui va à l'encontre de ses intérêts voilà, de patrie, de peuple, de civilisation, etc. Et vous retrouvez ça finalement dans quasiment tous les pays d'Europe. Hein. Dans tous les pays d'Europe, vous avez un peuple qui est majoritairement conservateur, hein, qui partage grosso modo d'aspirations communes, un même refus finalement de tout ce qui peut y avoir de dissolvant dans la mondialité, mais qui sont minoritaires politiquement parce que divisés, parce que incapables de s'entendre, etc. Et le rôle d'un chef, c'est justement déjà de commencer par prendre de la hauteur pour chercher qu'est-ce qu'il y a de commun au-delà de toutes les divergences de vues, et puis ensuite d'essayer de transmettre, de se rendre audible, de faire de la pédagogie pour transmettre sa vision au plus grand nombre, afin de créer justement cette concordance des esprits et des volontés. Hein, si je reprends encore une fois un autre exemple qui m'est propre, parce que là je parle de ma propre expérience à Academia Christiana, hein, dès le début on a voulu qu'Academia Christiana soit un carrefour, c'est-à-dire un lieu où il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions, soit des divergences religieuses, des divergences politiques, des divergences philosophiques, et qu'elles puissent venir et discuter entre elles. Alors vous allez me dire, c'est compliqué, parce que c'est quoi l'objectif commun ? Vous leur proposez quoi ? C'est quoi le dominateur commun qui peut constituer une unité au sein de toute cette diversité ? En effet, je suis d'accord, vous avez raison, c'est compliqué, mais le rôle du chef, c'est de définir l'objectif commun. Donc pour moi, l'objectif commun que je définis, c'est l'élévation morale, politique et spirituelle de tous nos participants. Le but, c'est de les faire grandir moralement, politiquement, qu'ils s'engagent, spirituellement, qu'ils progressent, que leur âme progresse, qu'elle s'élève vers Dieu. Et du coup, c'est d'aider tous les hommes de bonne volonté à devenir meilleurs, hein, plus humains, à accomplir toutes les potentialités de leur nature, c'est-à-dire développer des vertus. Hein. Et puis ensuite, c'est d'inciter concrètement des catholiques qui viennent nous voir à s'engager au service du bien commun, parce que à l'époque où on a créé Academia Christiana, on s'aperçoit que les catholiques désertaient le terrain politique. Et puis ensuite, c'est d'inciter des non-catholiques à s'engager dans l'aventure spirituelle. Mais on n'est ni un mouvement purement politique, on n'est pas un parti politique en tant que tel, on n'est pas non plus un mouvement purement spirituel, on ne fait pas que de l'évangélisation, on assume notre foi catholique, mais on accueille aussi des non-catholiques. Et évidemment, ça pose plein de difficultés concrètes, parce que si sur le plan déjà philosophique, politique, intellectuel, il y a des divisions, alors nous on essaye pour gérer ces divisions, de nous placer en deçà de tous les buts précis des différentes écoles de pensée politique, c'est-à-dire qu'en gros on essaye de mettre en avant uniquement une notion très générale, celle de bien commun, sans entrer dans tout le détail des moyens politiques qui vont être institutionnels pour y parvenir. C'est en gros, est-ce qu'il faut mettre un roi ? Est-ce qu'il faut un régime autoritaire ? Est-ce qu'il faut voter pour un parti politique ? Est-ce qu'il faut une révolution ? Tout ça, on peut en débattre, c'est très intéressant. Mais nous, en tant qu'association, on ne se place pas sur ceux qui doivent trancher le débat. On estime qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à ce type de considération. Et sur le plan spirituel, il y a aussi des oppositions. Il y a des néo-païens, il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a des non-croyants qui ne sont pas hostiles, ça, les agnostiques. Il y a des catholiques, et parmi les catholiques, il y a des catholiques qui vont à la messe Paul VI en français, il y a ceux qui vont à la messe Saint-Pie V en latin, il y a ceux qui, dans ceux qui vont à la messe Saint-Pie V, il y a ceux qui sont rattachés à Frère Saint-Pie X, d'autres aux communautés ex-ecclésiadei, d'autres c'est des vacantistes, etc. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Eh bien, nous, on essaie de proposer un cadre, en essayant d'abord de montrer par l'exemple la vérité de notre foi. En gros, finalement, l'idée, c'est un peu à quoi bon débattre pendant des heures sur des sujets qui sont des questions de foi, parce que, évidemment, le débat, il n'est pas interdit, il est même intéressant et il faut promouvoir le débat, mais en fait, le débat ne sert à rien si on ne montre pas d'abord l'exemple, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le païen, il aura beau entendre les meilleurs arguments en faveur de la foi dans la résurrection du Christ, dans sa divinité, etc. Mais si les catholiques sont des mous, si les catholiques sont des bourgeois paresseux, s'ils mènent des vies dissolues, s'ils sont alcooliques, etc., comment est-ce que vous voulez que la personne, elle croie ? C'est pas possible. Donc le meilleur moyen pour essayer de dépasser cette altérité, c'est donc d'essayer de comprendre chacun. Et en comprenant chacun, on va comprendre déjà que la foi, c'est pas automatique.
que c'est pas une question que de volonté, c'est déjà un don qui nous vient de Dieu, et puis que la foi, c'est toujours quelque chose qui est préparé par une expérience de vie personnelle, et que certains, ils sont pas prêts à croire, parce que tant qu'ils n'ont pas vu des vrais saints, finalement, ça va pas marcher. Donc, en fait, finalement, la seule solution qu'il y a pour convertir les gens, pour rayonner, pour qu'ils soient à Dieu, c'est d'être un saint. Voilà, fin du débat. Alors, je passe, je m'écartais un petit peu là du sujet central. Je reprends, donc, en citant ici le Père Gaston Courtois, le plus grave, c'est que les subordonnés finissent par s'en apercevoir, et alors le malaise ne fait que s'accentuer. Donc, ils finissent par s'apercevoir de quoi? Ils s'aperçoivent finalement que les chefs ne s'entendent pas entre eux. Alors, on peut prendre des exemples, vous voyez, dans une famille, qu'est-ce qui se passe quand les enfants voient que leurs parents sont en désaccord profond, permanent, sur l'éducation, etc., que les parents ne disent pas les mêmes choses sur ce qui est autorisé, ce qui est interdit, etc. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, des élèves au collège, ils ont des profs qui leur disent des choses contradictoires? Qu'est-ce qui se passe quand des employés s'aperçoivent que la direction, finalement, elle est divisée, que les cadres supérieurs ne sont pas du tout d'accord entre eux? Qu'est-ce qui se passe, encore pire, dans une armée? Quand des soldats voient que les supérieurs, pareil, se tirent aussi entre eux, se contredisent, se font des coups en douce, etc. Alors, le Père Gaston Courtois, il dit de deux choses l'une. Ou ils prennent parti pour l'un des chefs, contre les autres, et ainsi, il renforce son opposition au risque de compromettre tout apaisement. Donc, vous voyez, en gros, imaginez des enfants, si à un moment donné, ils décident de prendre parti pour le père, qu'est-ce qui va se passer? La maman, elle va se sentir toute seule. Donc, soit elle va naturellement tenter de regagner en influence, mais du coup, pour ça, soit elle va être plus autoritaire, donc elle va punir injustement les enfants pour un oui, pour un non, elle va crier à tout va, ou alors, elle va chercher la séduction. Mais là, les enfants vont pas être dupes et ils vont s'apercevoir qu'on essaie de les amadouer. Donc, soit ils vont en profiter, ou soit ça va les dégoûter encore plus. Et du coup, finalement, au lieu de résoudre finalement l'opposition, ça la renforce. Pareil, vous voyez, vous imaginez dans une école, moi j'ai déjà vécu ça à l'époque où j'étais prof, les élèves, souvent, c'est des enfants, donc ils sont un peu immatures. Et donc, du coup, finalement, quand il y a deux profs qui disent des choses contradictoires, ils vont choisir le prof avec qui ils ont plus d'affinité. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'en gros, finalement, ils vont, en voulant soutenir un prof, en fait, ils vont le faire bêtement, ils vont le faire de manière un peu grossière, un peu immature, et donc du coup, ça va créer du mauvais esprit dans l'école, ça va augmenter encore la tension entre les deux profs, qui vont essayer finalement de les mettre en opposition, alors que finalement, cette opposition était peut-être au-delà de leur capacité de comprendre des débats philosophiques ou etc. Ou alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est sinon, si le désaccord dure, etc., les subordonnés vont perdre la confiance dans leurs chefs, qui sont incapables de s'entendre, et ils vont englober les deux chefs dans un même mépris. Et là, on pourrait dire, c'est la réaction des Français face à la vie parlementaire. Tous pourris, tous les mêmes, etc. Lorsque, finalement, le conflit de ceux qui ont l'autorité devient systématique, tous ceux qui sont en dessous sont perdus, ils ont l'impression de l'être trahis, que finalement, ceux qui devaient normalement les conduire sont incapables de le faire. Donc, soit ils vont se révolter, mais si finalement ils sont trop impuissants pour se révolter, ils vont rentrer dans l'insubordination, ils vont critiquer, ils vont plus obéir, ou s'ils obéissent, ce sera que extérieurement, mais dès qu'une occasion se présente, ils vont désobéir, donc ça va amener au chaos. Donc en fait, ce qui nous dit Père Gaston Courtois, c'est que la désentente détruit une entreprise, une association, un pays, une famille. Donc c'est pour ça qu'il faut de l'unité en haut, parce que s'il n'y a pas d'unité entre les chefs, c'est le chaos. Mais le Père Gaston Courtois nous dit « N'ayons toutefois pas la naïveté de croire qu'il soit toujours facile de s'entendre avec des chefs voisins. Par définition, tout chef doit être un caractère, et plus les caractères sont tranchés, plus aussi ils peuvent être tranchants. » Et donc là, le Père Gaston Courtois nous fait évidemment allusion au caractère fort. Alors qu'est-ce que c'est qu'un caractère fort? Un caractère fort, finalement, c'est le caractère du chef. C'est la personne qui avance, c'est la personne qui est courageuse, c'est la personne qui s'impose, qui est un battant, qui sait réussir, qui avance dans la vie. Et évidemment, ce qui guette tout ce genre de personnes, c'est l'orgueil. Moi, je le sais d'expérience, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, dans le monde militant. Vous avez des personnes extrêmement méritantes, qui ont fait plein de trucs, qui ont beaucoup bâti, etc., mais qui sont incapables de s'entendre avec les autres parce que elles ont un melon énorme. Et dès que quelqu'un finalement ne va pas dans leur sens, dès que quelqu'un ne les brosse pas dans le sens du poil, dès qu'il y a un petit désaccord, elles s'emportent, elles se bloquent, elles refusent de travailler avec elles, etc., etc. Donc
C'est très vrai en politique, hein, il n'y a que des égos surdimensionnés. Hein, vous regardez, finalement, tous les hommes politiques sont persuadés, dès qu'ils ont un siège d'élu de je sais pas quoi, d'être plus fort que tout le monde, donc qu'il ne faut pas écouter les autres, qui savent tout mieux que tout le monde. Hein, il y a des gens qui se vexent pour un rien, qui sont d'une sursusceptibilité. Hein, et donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de gérer avec ça, hein, de ménager les susceptibilités, de ménager les égos, de ne pas rentrer frontalement dans les personnes. Hein, et puis, si leur concours est indispensable à la réussite de nos projets, vous êtes bien obligé de travailler avec eux. Donc, il va falloir apprendre à composer avec des personnes qui ont des égos surdimensionnés. Tout chef a des intérêts à défendre qui peuvent être contradictoires avec ceux de ses collègues. Alors, c'est évidemment un des principes du réel. Hein. Ce qui est bon pour moi peut être mauvais pour autrui et vice-versa. Même si, in fine, tout le monde doit aller dans le sens du bien commun, on peut se retrouver dans des situations où nos objectifs à court terme diffèrent. Donc c'est très important pour dénouer une situation de se mettre à la place des autres, hein, d'essayer de lire la situation en prenant en compte les contraintes d'autrui et puis surtout la perception que mon alter ego, l'autre chef, peut avoir lui de la situation. Alors pour comprendre ça, je vais essayer de vous donner un petit exemple. Vous imaginez le patron d'une PME qui fabrique des sacs de voyage. Alors, il va à un dîner d'affaires, hein, et puis là, il rencontre un autre patron de PME qui, lui, produit des textiles imperméables dans son entreprise. Bon, les deux entreprises, elles sont dans la même région, hein, donc ils vont échanger leur carte de visite, et puis ce patron de PME qui fabrique des sacs, on va l'appeler Monsieur Dupont, hein, donc Monsieur Dupont fabrique des sacs, et il se dit, une fois qu'il rentre de sa soirée, il dit, tiens, finalement, c'est intéressant, j'ai rencontré Monsieur Muller qui fait des textiles imperméables, on pourrait créer des nouveaux sacs avec un nouveau tissu plus imperméable, etc. Et puis ce serait plus local, parce que du coup, nos deux entreprises sont dans la même région, ce serait une matière durable, parce que ça a l'air d'être une bonne entreprise, ce serait des prix intéressants, parce que le gars, on fréquente les mêmes réseaux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il lui envoie un mail, Monsieur Dupont envoie un mail à Monsieur Muller, et il lui dit, je voudrais vous inviter au restaurant pour qu'on discute de nos potentielles collaborations. Donc les deux acceptent, le déjeuner se passe bien. Monsieur Muller dit à Monsieur Dupont qu'il va lui faire une proposition commerciale, etc. Voilà. Donc ils rentrent tous les deux chez eux, et puis les semaines passent, et là, Monsieur Dupont, il n'a aucune nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rappeler Monsieur Muller, et là, grosse surprise, Monsieur Muller lui explique que c'est un peu un problème, parce qu'en fait, il ne va pas avoir le temps de s'occuper de cette proposition commerciale, enfin même des débouchés, parce qu'il y a une énorme entreprise internationale qui fabrique des imperméables et qui lui a demandé de travailler pour une énorme commande. Donc Monsieur Muller a dit, voilà, mon entreprise n'est pas petite, je ne peux pas tout gérer, donc je dois me concentrer sur le plus gros client. Mais Monsieur Dupont, il dit, mais il vous a contacté quand? La semaine dernière. Attendez, vous vous foutez de moi là? Moi, ça fait 1 mois que je vous ai contacté et vous allez finalement servir le client qui vous a contacté la semaine dernière. Mais vous êtes qui? Vous me respectez même pas, vous n'êtes pas digne de confiance, vous êtes une grosse merde, quoi. Je vous avais demandé un devis avant et tout, ça c'est de la trahison. Bref, il raccroche au nez, il s'énerve. Et il avait déjà embauché un ingénieur pour préparer un nouveau modèle de sac avec ce nouveau tissu et tout. Il est furieux, il a perdu de l'argent. Il rappellera plus jamais Monsieur Muller. Voilà. Bon, et Monsieur Muller, il se retrouve un peu comme un idiot parce que il est vexé, l'autre lui a parlé mal, il n'est pas capable. Voilà. Donc, cette histoire, elle n'est pas finie, puisque les mois passent, et finalement, Monsieur Muller, qui produit ces textiles imperméables, il se fait lourder par le gros client international qui lui avait demandé de travailler avec lui. Alors, évidemment, ça, Dupont, il l'apprend, mais comme c'est un colérique orgueilleux, il refuse absolument de recontacter Muller, qui l'a trahi une fois. Et comme Muller, lui, il a trop d'amour-propre, il va jamais essayer de réparer son erreur, de s'excuser, etc. Donc, dans cette affaire, les deux entreprises, elles ont perdu beaucoup parce que ça leur a coûté du temps, ça leur a coûté de l'argent, ça leur a coûté de l'énergie, ça leur a coûté des déceptions, etc. Et puis même une réputation, parce que chacun a dit du mal de l'autre, etc. Donc la morale de l'histoire, c'est que déjà, Muller, il a partenu déjà la morale d'une autre fable, la fable de La Fontaine, je ne vais pas vous la réciter, mais vous savez, c'est un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Mieux vaut parfois prendre une chose tout de suite plutôt que d'en avoir une plus grosse plus tard. Mais Dupont, lui, il est bête parce qu'il n'a pas su maîtriser ses émotions et se mettre à la place de Muller. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait pu essayer de comprendre. Évidemment, c'est pas très court, enfin c'est pas très loyal, c'est pas très, on va dire, d'un point de vue de la confiance. Quand vous avez dit à quelqu'un que vous alliez vous allez travailler avec lui et que finalement il y a un gros client qui arrive pour travailler avec vous, que vous changez au dernier moment, c'est vrai que ça se fait pas. Mais néanmoins,
on peut dire aussi quand même que ça se comprend. Donc, finalement, si chacun avait fait un peu attention à l'autre, à comprendre les intérêts de chacun, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là, peut-être que les conflits auraient pu être dépassés avec de la patience et de la compréhension. Alors, je passe au point suivant. Il faut qu'il y ait de part et d'autre volonté loyalement entretenue de compréhension mutuelle. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est quoi le concept important ici ? C'est la loyauté. C'est la qualité pour moi qui distingue les hommes de bien. Qu'est-ce que c'est qu'un type bien ? C'est un type qui est loyal. Parce que, dans le fond, vous pouvez perdre dans un deal à court terme, dans une négociation à court terme, excusez-moi l'anglicisme, mais si vous avez été loyal, si vous avez été honnête, si vous aviez raison sur le fond, si vous avez fait tout ce qui était entre vos mains pour réussir, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir échoué dans la négociation, parce que finalement, vous avez tout fait pour que ça fonctionne. L'idiot dans l'affaire, c'est l'autre, c'est pas vous. Et si vous regardez même les choses qui comptent vraiment dans la vie, je pense que c'est l'honnêteté, c'est la loyauté, qui compte beaucoup plus que le triomphe à la petite semaine. C'est en gros, tous ceux qui vont en gros être un peu orgueilleux, qui vont pratiquer des mensonges, etc., ils vont avoir l'impression de vous avoir écrasé, etc. Mais dans le fond, je pense que c'est eux les perdants de l'histoire. Alors chacun doit s'efforcer de dominer son point de vue particulier. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que comprendre l'autre, c'est extrêmement important. Mais comprendre l'autre, ça ne veut pas forcément dire que vous faites preuve de lâcheté. Ça ne veut pas forcément dire que vous faites preuve d'une fausse tolérance, que vous devez vous asseoir sur vos intérêts. Ça veut simplement dire que vous devez essayer de faire preuve de bonne foi et de vous adapter au réel. Alors évidemment, vous allez rencontrer des gens en face de vous qui seront de mauvaise foi, qui seront obtus, qui seront bêtes, malgré toutes les qualités, les capacités qu'ils ont pour réussir dans d'autres domaines. Mais déjà, tout le monde n'est pas de mauvaise foi, obtus et bête. Il y a aussi des gens qui peuvent être en désaccord avec vous sans être bêtes et obtus. Parfois, ça peut être vous aussi. Il faut parfois se remettre en question. Est-ce que c'est pas moi qui suis un petit peu obtus et bête sur ce point-là ? Et, voilà. Et puis, il ne faut pas confondre en fait l'honneur et l'orgueil. L'honneur, c'est très important. Ça consiste à défendre ce qui est sacré. Ça consiste à défendre la vérité, le bien, la beauté, sa famille, etc. L'orgueil, ça consiste à défendre son amour-propre qui est blessé. Donc la vraie grandeur, en fait, elle passe par la capacité à dominer son amour-propre lorsqu'il y a des enjeux plus élevés, et donc à rabattre ce qu'on pourrait appeler sa fierté mal placée. Alors évidemment, il existe dans la vie des compromis qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Il ne s'agit pas de compromettre la justice, il ne s'agit pas de faire un vrai mal objectivement mal. Voilà. Mais au-delà de ces compromis qu'on ne peut pas faire, dans les autres cas, on peut essayer de discuter, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de faire preuve de patience. Pour moi, ça nécessite d'adopter une vision de la vérité qui prend en compte ce qu'on appelle la notion de perspective. Je donne un exemple. Si vous imaginez un dé qui est placé en l'air, je ne sais pas, on peut imaginer il est accroché à un fil ou il flotte dans l'air, et vous avez plein de gens qui sont placés à des points différents. Donc, certains ils sont au-dessus du dé, d'autres en dessous du dé, d'autres à gauche du dé, d'autres à droite du dé. Si vous demandez finalement aux gens le numéro qu'ils voient sur le dé, chacun va vous donner un numéro différent parce que personne ne voit le même. Tout ça, c'est vrai, mais parce que ça dépend finalement de la perspective dans laquelle ils sont. Donc, encore une fois, ça ne contredit pas le principe de non-contradiction. Vous savez, le principe de non-contradiction, c'est qu'une chose ne peut pas être elle-même et son contraire en même temps et sous le même rapport. C'est ce qui fonde la logique. Mais en revanche, si donc deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps, ou vraies et fausses en même temps et sous le même rapport, des choses peuvent être vraies sous des rapports différents. Ici, je évoquais Platon. Platon, il explique que ceux qui se trompent ne peuvent pas se tromper absolument. Ils disent toujours quelque chose, même si c'est faux. Et il va prendre ici l'image de la porte, ou d'un but à atteindre, en disant « Personne ne se trompe totalement, même en visant mal, on touche toujours à côté de la porte, mais jamais au néant. » Donc ça veut dire que même des gens qui semblent en apparence être en totale contradiction avec vous, il y a peut-être des bribes de vérité cachées, intéressantes, dans leur position, dans leur discours. Et donc c'est toujours important d'écouter les discours des autres. Parfois, il faut écouter ce que dit Mélenchon, il faut écouter ce que disent les gens qui sont à la France Insoumise, des influenceurs de gauche, etc., parce qu'il n'y a pas forcément 100% de conneries. Il peut y avoir des choses intéressantes. Alors, si vous voulez donc être grand, être fort, votre rôle, c'est justement de prendre de la hauteur de vue. Le fort, c'est celui qui voit loin. C'est celui qui est capable d'assembler
les différentes perspectives, comprendre, de prendre avec, d'assembler. C'est celui qui va au-dessus de la mêlée et qui va être capable de sortir de son point de vue particulier à soi pour se mettre dans la tête de l'autre, dans la tête du contradicteur, pour comprendre pourquoi il dit ça. Il y a sûrement une part de raison, une part de bon sens pour lequel le gars n'est pas d'accord avec moi. Je recite ici le père Gaston Courtois, lorsque l'on se met à la place de son collègue, on comprend mieux sa position et on trouve également de meilleurs arguments pour défendre la sienne, si elle est réellement défendable. Alors ça, pour moi, c'est vraiment une parole de vérité. Moi, j'avais appris en cours d'argumentation et de communication qu'une des meilleures techniques dans l'argumentation, c'est de laisser déjà commencer par parler l'autre. Souvent, quand il y a un conflit, laissez les gens parler, écoutez-les. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Et ensuite, pendant qu'ils parlent, écoutez-les vraiment, soyez pas ailleurs, et essayez de chercher à comprendre pourquoi il dit ça. Et ensuite, essayez du coup de résumer ce que la personne a dit. Essayez de reformuler. Voilà. Ok, là vous m'avez dit ça. Ok, je suis d'accord, je comprends. Et ensuite, vous allez essayer d'exposer avec honnêteté vos intérêts à vous, sans chercher à dégommer l'autre, mais en lui expliquant pourquoi, justement, en ayant écouté ces justes arguments, eh bien, il doit aussi comprendre les vôtres. Et sans même aller ici sur le terrain moral, juste en restant sur le terrain cognitif, psychologique, c'est déjà la meilleure méthode pour avancer, pour apaiser les choses. Le père Gaston Courtois nous dit « L'essentiel, c'est que chacun soit décidé à ne pas laisser s'envenimer des malentendus qui, avec le temps, finiraient par créer une véritable psychose de mésentente a priori. » C'est quoi la psychose de mésentente a priori ? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À force de mettre sous le tapis tous les malentendus, de ne pas chercher à désamorcer les conflits, etc., de ne pas s'expliciter quand on a des désaccords, quand on a des déceptions, eh bien un jour, la situation finit par exploser. On dit que 4 à 5 mariages sur 10 en France finissent par un divorce. La plupart du temps, les divorces sont l'aboutissement d'une suite de malentendus qui, avec le temps, eh bien, finissent par créer la psychose de mésentente a priori. Qu'est-ce que c'est que la psychose de mésentente a priori ? C'est qu'en gros, a priori, avant même que la personne ait parlé, je pars du principe qu'elle a tort. Je pars du principe qu'elle est contre moi. Je pars du principe que cette personne m'est totalement opposée et étrangère. On a la même chose souvent dans les associés d'entreprise. À force de ne pas parler des désaccords, ça finit par exploser et on considère que l'autre est un énorme connard de A à Z depuis le début, qu'on n'aurait jamais dû s'associer avec lui. Mais sauf qu'en fait, quand les affaires commencent, on n'imagine jamais comment elles peuvent finir. Alors, quelle est la seule parade pour essayer d'éviter cette psychose de la mésentente ? C'est le dialogue, c'est la communication, c'est le fait de se décider, de calmer le conflit, de se poser, d'essayer de laisser le temps de passer la colère, c'est la patience. C'est vrai que c'est normal, parfois les émotions sont fortes, on a tous des émotions, c'est normal d'avoir des émotions, mais du coup, faut essayer de laisser passer ces émotions, de parler avec objectivité des malentendus, d'essayer justement de dire les faits. Et donc ça implique aussi parfois de s'excuser, de reconnaître ses propres torts, d'être dans l'attitude aussi d'humilité, d'essayer de comprendre que la situation que vit l'autre, forcément, elle implique des choses que vous ne vous avez pas forcément rendu compte de tout ça. Donc se mettre à la place des autres. Père Gaston Courtois nous dit que de fois d'ailleurs, en creusant un peu les choses, on s'aperçoit que ce qui divise les hommes, c'est moins une question de fond qu'une question de forme. Alors moi, c'est vraiment une de mes convictions intimes, forgées par l'expérience. Très rares sont les cas que j'ai rencontrés où les hommes sont vraiment divisés par le fond. L'autre jour, je regardais sur la chaîne YouTube Le Crayon, un débat, je trouve ça amusant, c'était sur la parentalité positive, ou l'éducation bienveillante. Et du coup, on nous présentait 2 types de parents. Donc il y avait la mère de famille, c'était une mère de famille de droite, qui aime laisser son mari s'occuper des trucs de mec, la voiture, les travaux, etc., et qui aime avoir un peu d'autorité sur ses enfants, leur dire comment ils doivent s'habiller, choisir leurs vêtements, etc., qui estime qu'elle a une sorte un meilleur jugement esthétique que celui de ses enfants. Voilà. Et le mec de gauche, qui lui-même porte des jupes, qui met pas de couches à ses enfants, etc. Donc vous dites, ça va être le clash. Mais en fait, au bout de quelques minutes de débat, malgré même tous les efforts constants de l'animateur pour essayer de créer du clash, on s'apercevait que, au-delà de toutes ces caricatures, les 2 intervenants faisaient plutôt finalement preuve de bon sens, parce que dans toutes les positions qu'ils défendaient, ils les absolutisaient pas. Et finalement, en fait, ils avaient, plutôt des convictions éducatives, mais qui n'étaient pas des grands absolus. Parce que sur le fond, sur l'ensemble de l'éducation, finalement, on tombait sur un accord assez global sur les grands principes.
Et évidemment, souvent dans la vie, il y a des trucs, ça nous hérisse d'emblée. Hein. On n'a pas envie de débattre. Enfin, quand on voit, je sais pas, un type qui ressemble à une fille avec des cheveux bleus, etc. Enfin, le premier truc, ça nous hérisse. Voilà. Et pourtant, parfois, hein, moi, autre anecdote, une fois, moi je me souviens, je me suis retrouvé à un festival médiéval et voilà, il y avait un couple de lesbiennes avec des dreadlocks et des marteaux de Thor autour du cou, enfin des trucs complètement insolites. Et puis finalement, qui m'a souri et on s'est mis à parler en fait de plein de trucs qui avaient rien à voir. Et je me suis dit, bon, finalement, voilà, cette personne-là, je me serais jamais imaginé de lui adresser la parole. Et au final, bah, c'est quelqu'un de sympathique. Parce que, voilà, au-delà de son look un peu affreux, bah, finalement, c'est pas une mauvaise personne. Ah, on a des désaccords fondamentaux. On a quelques désaccords, évidemment, sans doute de fond sur certaines choses, mais peut-être pas tant que ça. Donc, sauf avec les fous. Hein, donc les fous, ça existe. Hein, je sais pas, moi j'ai déjà vu par exemple des hordes d'antifa complètement possédés, en train de faire que hurler. Bon, ok. Mais en dehors de ces gens-là, qui sont, je pense, vraiment proches de la maladie mentale, la plupart des gens, en fait, quelle que soit leur culture, quel que soit leur camp politique, vous allez pouvoir trouver chez ces personnes des points d'accord de fond sur le sens de l'existence, sur des valeurs morales communes, etc. Alors quand je dis ça, encore une fois, surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne fais pas l'apologie de la tolérance et du vivre ensemble. Je sais bien, évidemment, je le rappelle, c'est important, on ne peut pas forcer des cultures et des milieux trop différents à vivre les uns sur les autres. Hein, ça va finir nécessairement par la violence. On a besoin de frontières, on a besoin de terres distinctes, on a besoin d'espaces définis où chacun peut vivre en harmonie avec ses racines, sa communauté, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 70% des débats, par-delà les oppositions, il y a souvent des accords de fond qu'on n'arrive pas à percevoir parce que le débat s'envenime très vite et qu'on fait appel aux affects. Et en philosophie, on apprend toujours justement à commencer une discussion par définir les mots. Et si vous définissez les mots, finalement, vous allez lever ce qu'on appelle les équivocités, c'est-à-dire les doubles sens d'un mot. Et vous apercevoir, en fait, vous employez le même mot et pas pour dire la même chose. Donc forcément, en fait, vous pouvez pas être d'accord. Vous employez des mots différents, mais en fait, vous voulez dire la même chose. Donc déjà, définissez les mots avant de commencer un débat avec quelqu'un. Dire, mais attends, là, qu'est-ce que tu veux dire ? Clarifie. Ah, tu veux dire ça ? Bon, bah ok, c'est bon, on est d'accord. Ça ne peut rien débattre, finalement. Voilà, il n'y a pas de débat. Et bizarrement, aujourd'hui, dans les médias, les mots ne sont jamais définis. On emploie toujours... Déjà, on emploie un vocabulaire de plus en plus limité. Et en plus, les termes sont toujours caricaturaux parce qu'ils n'ont aucun sens. Et ça rassemble des réalités tellement variées que, du coup, voilà, on met tout dans le même panier. Ça n'a pas de sens. Le terme par excellence, c'est celui d'extrême droite. Hein. L'extrême droite, en gros, bah, ça sert à rapprocher. En gros, enfin, on dit, voilà, l'extrême droite, bah, c'est des gens, ils veulent tuer des handicapés, ils veulent imposer un racialisme, exterminer tous ceux qui ne sont pas de la même race qu'eux. Hein. Et puis, bah, l'extrême droite, c'est le Rassemblement national. Ou l'extrême droite, c'est l'Académie chrétienne. Enfin, même Académie chrétienne, on n'est même plus à l'extrême droite, on est dans l'ultra droite. Voilà. Qui est-ce qui définit les termes ? Qu'est-ce qui donne une définition ? Ça veut dire quoi, extrême droite ? Et d'ailleurs, même en fait, qui cherche vraiment à comprendre ce que ça veut dire ? Personne. Enfin, en fait, ou dès que vous cherchez à comprendre, en fait, vous êtes d'extrême droite. Donc, l'intérêt des médias, en fait, aujourd'hui, il est tellement partisan qu'on est totalement sorti de cette notion de loyauté que j'évoquais tout à l'heure, hein, d'honnêteté intellectuelle. On n'en a rien à foutre. Hein. On veut uniquement du clash et de la dictature émotionnelle. Hein. On veut générer que de l'émotion. D'être finalement en permanence dans de l'affect, donc c'est soit gentil, méchant, voilà, un monde binaire. Voilà. Et en fait, est-ce que vous voulez vraiment être dominé par vos émotions ? Parce que être dominé par ses émotions, en fait, finalement, c'est rester un enfant. Vous voyez, un petit enfant, moi je vois les miens, j'entends parfois des hurlements. Pourquoi ? Il m'a mangé ma tartine. Ah, mais attends, mais t'es sûr que tu dois hurler comme si on t'avait coupé un bras. Parce que moi, parfois, quand j'entends un hurlement et que je suis pas dans la pièce, je cours, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tête qui vole, un bras qui a été coupé, j'en sais rien. Non, on t'a mangé ta tartine, ok. Bah, écoute, tu sais, une tartine, ça nécessite juste de couper du pain, de remettre un peu de beurre dessus, voilà, enfin, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, le petit enfant, justement, bah, il est dominé par ses émotions. Donc, en fait, en gros, quand on lui enlève sa tartine, il a l'impression que le monde s'effondre. Et c'est touchant et c'est beau chez un enfant, mais chez un adulte, c'est quand même assez inquiétant. Poursuivons. Il suffit parfois d'une explication loyale et d'un rappel des dénominateurs communs pour dissiper les équivoques et mettre les choses au point. Alors, moi, je trouve c'est très important de savoir discuter franchement, de savoir dire les choses sincèrement, plutôt que de contourner, d'éviter sans cesse les conflits. Si on est entre personnes honnêtes,
la franchise, c'est le meilleur des remèdes. Alors évidemment, qui dit franchise, ça ne veut pas dire y aller avec des gros sabots. On peut dire les choses de manière souple, délicate, etc. Mais ça implique de dire les choses. Et donc aussi, qui dit dire les choses, dit être soi-même prêt à entendre les choses qui peuvent nous faire du mal. Donc, contrôler ses émotions. Pour moi, c'est ça, être un homme. Être un homme, être une femme aussi, être un adulte responsable. C'est accepter des reproches froidement et les écouter. Et s'ils sont vrais, ces reproches, alors t'as rien à dire. Tu tais et t'enregistres les reproches et t'essayes de les corriger. Moi, je vois encore une fois, les enfants, dès que vous leur faites un reproche, mais non, etc. Toujours, voilà. Mais non, en fait, ça se passe. C'est une attitude d'enfant, d'avoir du mal à accepter, ou s'effondrer en larmes. Non, en fait, c'est normal de faire des erreurs. Donc, en fait, tu as fait une erreur, du coup, tu enregistres, tu corriges. Et même si parfois, parce que c'est vrai que ça arrive avec les émotions humaines, que quand on vous fait des reproches, on les exagère, ils sont un peu injustes, mais essayons d'être patients et d'écouter jusqu'au bout et de ne pas laisser l'émotion dicter notre action. Alors, je suis plutôt capable, moi, de faire ça de manière générale, sauf avec ma femme. Parce que parfois, il y a certaines semaines, j'ai l'impression d'avoir fait des efforts, de lui avoir demandé plusieurs fois par jour comment elle allait, de l'avoir écoutée, de lui avoir dit qu'elle était belle, de l'avoir aidée, etc., etc. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un soir, une mauvaise humeur, elle me dit un truc du genre « Tu cherches jamais à prendre soin de moi ». Alors, si en plus de ça, à ce moment-là, j'ai des soucis professionnels ou d'autres angoisses, etc. à gérer, autant vous dire que la patience, je ne vais pas l'avoir, quoi. Je vais vriller directement. Je vais avoir beaucoup de mal à écouter ce qu'elle voulait me dire, en fait, parce que ce qu'elle voulait me dire, c'était pas « tu cherches jamais à prendre soin de moi ». En fait, le jamais, il était en trop, évidemment, dans sa phrase. Mais en même temps, ça sort. Et du coup, c'est une bonne leçon d'humilité, parce que moi, je suis plutôt un colérique. Je suis un faux calme. J'arrive à être très calme dans des situations où beaucoup s'énerveraient, mais parfois, je mets mon poing dans une fenêtre. J'ai toujours aujourd'hui des bouts de verre dans la main, juste parce que je suis pas capable d'écouter calmement la personne que j'aime le plus au monde. Et je m'aperçois que finalement, dans 99,9% des cas, avec mon épouse, je parle ici, nos désaccords ne sont pas sur des sujets de fond, mais sur des sujets de forme. En gros, en fait, c'est des questions d'incompréhension réciproque parce que l'homme et la femme, on est branchés sur des fréquences un peu variées. Voilà. On n'a pas les mêmes caractères, pas les mêmes tempéraments. Donc, du coup, on ne ressent pas les choses de la même manière. Et on n'a pas les mêmes hormones, etc. Donc, finalement, en fait, ça demande un énorme effort de communication. Et puis souvent, quand c'est la personne que vous aimez le plus qui vous dit un truc qui vous blesse un peu, vous réagissez pas de la même manière que c'est une personne un peu indifférente. Moi, je sais pas, si je reçois une critique de quelqu'un de très loin de moi, que je connais pas très bien, je m'en fous un peu, en fait. En revanche, si c'est ma femme ou mes enfants qui mettent le doigt en plus sur un truc qui est un peu vrai, ça fait mal. Donc voilà, je pense que si on doit retenir un peu quels sont les antidotes au clash, c'est déjà de définir les mots, de poser le cadre, de trouver un dénominateur commun, de traiter les désaccords calmement et d'être patient. Je continue avec le père Gaston Courtois. Ce qui importe, c'est de part et d'autre la plus grande loyauté. Le mensonge est corrosif et dissolvant en même temps qu'une large ouverture d'esprit. Donc, pour moi, la loyauté et l'ouverture d'esprit, c'est vraiment les qualités qu'il faut que chacun de nous travaille pour devenir de vrais chefs. Il faut absolument éviter d'être étroit et obtus. Donc ça, c'est l'inverse de l'ouverture d'esprit. L'étroitesse d'esprit. Voilà. La vraie force, c'est pas serrer les poings et avoir des idées courtes. Le père Gaston Courtois poursuit, à cette condition, donc l'ouverture d'esprit, la loyauté, l'union des chefs est assurée. Et l'union des chefs, c'est la force des entreprises. On l'a vu, c'est comme ma petite histoire avec Monsieur Dupont, Monsieur Muller. L'union, c'est la force. Et c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai en famille, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans les associations, c'est vrai en politique, c'est vrai dans l'église. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aucun politique ne parvient à créer une saine unité. Pour moi, le vrai chef, le vrai chef politique, c'est celui qui arrive à fédérer des camps opposés. Alors ça peut paraître impossible, et évidemment ça l'est si on pense qu'on va mettre tout le monde dans le même, qu'on va mettre tout le monde d'accord. Évidemment, vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord. Mais c'est moins impossible si vous essayez déjà de fédérer sans aucun a priori. Si vous essayez justement d'être bienveillant, honnête, ouvert d'esprit, de bonne foi, d'écouter tout le monde, parler avec tout le monde. Alors, certes, vous allez toujours tomber sur des cons, mais parfois vous allez arriver aussi à tomber sur des personnes honnêtes. Je me souviens d'un truc un peu caricatural sur la politique. Je me souviens, pendant les dernières présidentielles, vous aviez Éric Zemmour,
qui réclamait l'union des droites, mais en même temps, il pissait sur le RN. Enfin, c'est pas possible. On peut pas en gros, insulter quelqu'un, ou le critiquer ouvertement, et lui dire « Ah, ben en plus, il veut pas être dans mon camp ». Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, je dis pas que le RN était beaucoup mieux, c'est pas la panacée, mais voilà. Un chef pragmatique, c'est un chef qui doit faire avec l'existant, qui doit être capable de composer avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il y a des désaccords de fond, eh ben, je vais vous dire, pour moi, le fond, c'est ça. Si on me dit, qui êtes-vous ? Eh bien, moi, je dirais, je suis nous. Je suis français, je suis catholique, je suis européen, je suis humain, je suis vivant, et je me bats donc pour défendre mon pays, ma foi, l'Europe, ce qui rend l'homme plus humain, et la vie. Alors évidemment, je vais trouver sur des personnes qui ne vont pas partager à 100% mes opinions. Mais si l'union avec une personne qui ne partage pas à 100% mes opinions, elle me permet d'avancer dans ce que je cherche à défendre, alors finalement, on s'en fout de mes opinions. Il faut aller de l'avant. L'important, c'est pas moi, c'est pas ma chapelle, c'est pas d'instaurer le paradis sur Terre avec des gens 100% parfaits. Mais c'est plutôt, comme disait Gustave Thibon, d'empêcher un petit peu le règne de Satan de dominer sur la Terre. Donc, vraiment, si vous êtes un chef, pensez toujours loyauté, écoutez les autres, fixez des buts, et si vous êtes ferme sur le but, il faut être souple sur les chemins à atteindre. Voilà. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser tout au long de la semaine ? Est-ce que vous vous mettez facilement à la place des autres, ou est-ce que vous ne vous écoutez que vous-même ? Dans ceux qui vous entourent, vous efforcez-vous de voir les qualités plus que les défauts. C'est important, ça. C'est très facile de voir les défauts des autres, mais les qualités, ça mérite quand même de contraster les défauts. Acceptez-vous facilement que tout le monde ne pense point comme vous ? La contradiction est-elle pour vous un stimulant ou un sujet de découragement ? Dans une discussion, vous efforcez-vous d'abord de bien comprendre le point de vue de la partie adverse ? Quand on vous oppose un principe que vous estimez faux, vous efforcez-vous de découvrir et de mettre en relief la parcelle de vérité que contient cette erreur. C'est un exercice très important. C'est vraiment un peu une sorte d'effort de philosophe, mais c'est dans tout discours, chercher la parcelle de vérité qu'il peut y avoir. Vous efforcez-vous de donner aux autres l'impression que vous avez le souci de leur dignité, le sentiment de leur valeur, le désir sincère de leur succès. Respectez les gens. Ça paraît être un vain mot, le respect, mais c'est hyper important. N'avez-vous pas remarqué que la jalousie, l'irritation, le sauvagisme dans une équipe sont autant de réactions de défense contre la tendance d'un des membres de l'équipe de vouloir tout accaparer à son profit aux dépens des autres, qui l'écrase consciemment ou inconsciemment de sa supériorité. Finalement, souvent, c'est cette tendance un peu à l'égoïsme, à tout accaparer, qui suscite d'autres tensions. Avez-vous l'habitude des jugements autoritaires sans appel ? Est-ce que vous êtes capable de mettre de la nuance dans vos propos ? Ça, c'est important. Votre ton de voix n'est-il pas trop tranchant ? Fermer la bouche de quelqu'un, c'est souvent aussi se fermer son cœur. Parfois, effectivement, il faut être capable dans les discussions, dans les réunions, surtout lorsqu'il y a de la tension, de travailler sa communication. Ça passe par à la fois des formules, mais aussi même un ton de voix, une attitude, un regard, et puis même une intention profonde, en fait, de chercher le bien des gens. Donc l'exercice de la semaine, c'est d'essayer cette semaine de vous mettre à la place des autres et de juger les autres de leur point de vue. Essayez de vous mettre dans la tête d'un gauchiste, essayez de vous mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a pas la même religion que vous, essayez de vous mettre dans la tête de la fille ou du mec avec qui vous êtes. Essayez de vous mettre dans la tête de votre patron, des chefs d'équipe qui sont au même niveau que vous. Voilà. Essayez de comprendre les gens, leur point de vue, et peut-être que vous comprendrez pourquoi ça coince, et peut-être que vous avez une part de responsabilité dans tout ça. La réflexion, la vie d'équipe, loin d'être une diminution de la personnalité de chacun, est un enrichissement et un épanouissement pour chacun des membres de l'équipe. Précisez à quelles conditions un semblable résultat peut être obtenu. Donc les conditions, c'est un peu tout ce qu'on a évoqué, mais réfléchissez-vous finalement comment est-ce qu'une vie d'équipe peut faire grandir les gens ? Comment est-ce que la communauté, c'est justement tout l'enjeu aujourd'hui qu'on a totalement perdu. On est dans une société d'individus, c'est chacun pour sa gueule, tous complètement morcelés. Pourtant, la vraie communauté, même le mariage, ce sont des lieux d'enrichissement. Ça fait grandir les gens. Ça ne diminue pas les personnalités, au contraire, ça les enrichit. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça enrichisse les personnalités ? Citation à méditer.
Saint Augustin nous dit, ni se lamenter, ni s'indigner, mais comprendre. Ni se lamenter, ni s'indigner, mais comprendre. Ça va avec la devise de ce podcast. Ne pas seulement critiquer, mais aussi créer. Voilà, c'est OK, on a les émotions, mais une fois qu'on dépasse les émotions, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors le livre de la semaine qui nous est recommandé, c'est un livre de Pierre Gillet qui s'appelle « Qui est comme Dieu ?» donc aux éditions Sainte-Madeleine. Qui est comme Dieu, c'est la question que Saint Michel pose aux démons. Et qu'est-ce qui dit dans ce livre? C'est que finalement le chef, ce n'est pas Dieu. Au sens, c'est pas lui qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il y a un bien et un mal au-dessus de lui. Et le chef doit néanmoins refléter quelque chose de la paternité divine dans sa manière de commander. L'autorité chrétienne, elle ne s'exerce pas pour dominer les autres, mais pour servir, pour élever ceux qui nous sont confiés. C'est ce que fait le Christ. Le bon commandement, il exige des vertus comme la justice, la prudence, la force, la tempérance. Et toutes ces vertus cardinales, eh bien justement, elles vont être vivifiées par les vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité. Et s'il n'y a pas de charité, s'il n'y a pas d'amour, eh bien l'autorité, elle devient dure, elle devient un abus de pouvoir, et c'est ce qu'on voit dans bien des cas dans notre société à tous les niveaux. Alors, dans ce livre, voilà, l'existence va être décrite un peu comme un combat spirituel entre le bien et le mal. Et le chef chrétien, c'est celui qui doit justement s'armer spirituellement pour tenir dans le combat et aider tous ceux qui sont avec lui à eux aussi tenir dans le combat. Et ce combat, c'est un combat justement du bien contre le mal. Donc voilà, Pierre Gillet, c'est un ancien officier supérieur qui nous dit même ce qu'il a vu dans l'armée. Le chef, c'est celui qui doit être à la fois exigeant, mais aussi bienveillant. C'est celui qui doit être capable justement de faire preuve d'esprit de compréhension. Voilà, chers amis, le podcast est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cet épisode, le partager sur les réseaux sociaux, le partager aussi à vos amis, d'en parler autour de vous. N'hésitez pas à recommander ce podcast, même à des gens qui sont non-croyants. Et puis surtout, le plus important, devenez des chefs. Soyez à l'initiative de projets, montez des équipes, et participer au relèvement de notre pays. Je vous dis à la semaine prochaine sur Retour au réel.